Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de Ce soir ou jamais. Vous venez, pour un certain nombre d'entre vous, d'assister aux 2 derniers épisodes de l'affaire Villemain. Il y en a eu 6 qui sont passés pendant tout le week-end sur France 3. Alors ce téléfilm, dont le réalisateur d'ailleurs est présent, ainsi que l'interprète principal, pose le problème de la fiction et du fait divers. Est-ce qu'ils font bon ménage? Il va y en avoir de plus en plus, il y en a eu beaucoup, mais il va y en avoir de plus en plus. En particulier, il y a déjà un projet sur Outreau, et là c'est le producteur qui est présent ce soir. On va parler justement, alors pendant toute cette heure, de l'adaptation de l'affaire Villemain, de l'affaire d'Outreau, et puis de tous les problèmes que nous ont posés ces affaires, les problèmes avec la presse, les problèmes avec la justice. Alors je vous présente tous mes invités, et pour commencer Laurence Lacour. Bonjour Laurence Lacour. C'est d'après votre livre, Le bûcher des innocents, qui a été réalisé sur France 3. Vous étiez journaliste pendant l'affaire, d'abord l'affaire Grégory, telle qu'on l'a appelée, puis l'affaire Villemain. Vous aviez 24 ans, vous étiez très jeune, oui, c'était votre première affaire. Elle vous a beaucoup marqué, vous venez de lui consacrer un énorme livre. Raoul Peck, vous êtes le réalisateur des 6 épisodes de 52 minutes qu'on vient de voir sur France 3 sur l'affaire Villemain. Jean-François Davy, vous êtes alors également cinéaste et documentariste, mais là ce soir c'est en tant que producteur que vous êtes parmi nous, puisque vous êtes le producteur du film de cinéma, cette fois, qui va être réalisé à partir de l'affaire d'Outreau. Ça commencera en 2007 et c'est Yves Boisset, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui en sera le réalisateur. Emmanuel Pierrat, vous êtes avocat, spécialisé dans le droit de la presse, la communication en général, et vous êtes plutôt partisan de la liberté d'expression. Mais pour vous, quand même, ces adaptations, ces faits divers qui deviennent des fictions, ça vous pose quelques problèmes, vous allez nous expliquer pourquoi. Armelle Deutsch, vous êtes comédienne, tout le monde a salué votre interprétation de Christine Villemain. Et c'est pas rien d'incarner quelqu'un d'une figure aussi impressionnante, mais en plus qui est vivante aujourd'hui, qui a dû vous regarder à la télévision. Et enfin Antoine Garapon, magistrat, spécialiste de la justice en général, et vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Les Nouvelles Sorcières de Salem, Leçon d'Outreau. On va avoir l'occasion d'en parler. Laurence Lacour, pour commencer, et Raoul Peck d'ailleurs. Ce qui frappe quand on voit les 6 épisodes de l'affaire Villemain, c'est que c'est un hymne à l'innocence de Christine Villemain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même que Christine Villemain, pendant très longtemps, et encore récemment, jusqu'à ce téléfilm, pour bon nombre de Français, elle était toujours suspecte. Et quand on a vu, une fois qu'on a vu ces 6 épisodes, on est persuadé de son innocence. C'était le but. D'ailleurs, votre livre s'appelle Le bûcher des innocents. Ce qui prouve que ça ne concerne pas qu'elle. Non, mais on peut penser que l'autre personne que ça concerne, c'est son mari, Jean-Marie. Ah non, non, c'est un contresens. Pour moi, ça concerne tout le monde. Tout le monde est innocent dans cette affaire. Pour moi, ça concerne tout le monde dans ce sens où le bûcher qui a été dressé par les médias n'avait pas lieu évidemment d'être et n'a brûlé que des innocents. Jean-Marie Villemain, qui a évidemment tué son cousin, a payé pour cela. Évidemment, il est allé en prison, il a réparé son geste, il a été puni pour ça, mais il n'empêche qu'il n'aurait jamais dû aller au bout de sa douleur, il n'aurait jamais dû aller au bout de son chagrin, et s'il y est allé, c'est parce qu'il n'a pas trouvé sur sa route tous les garde-fous, ceux qui pouvaient l'en empêcher. Et il fait partie, pour moi, effectivement, au départ de l'affaire, entendons-nous bien, je ne parle pas de sa situation pénale, au départ de l'affaire, il fait partie de ceux qui étaient dans les innocents absolus. Donc pour moi, en plus, je vous rappelle que personne n'a été condamné pour l'assassinat de Grégory, donc il n'y a pas de coupable. Donc c'est pas du tout, le titre n'est pas du tout lié au couple. Il est lié au couple et aux autres. Dans l'adaptation que vous en avez fait, Raoul Peck, on voit dans le dernier épisode, vous me direz si je me trompe, mais on voit la dernière Christine Villemain qui raconte le jour du meurtre de son enfant, et on voit des images, c'est un flashback, et on la voit, on voit tout ce qu'elle fait, et donc là c'est vraiment, on sait qu'elle n'était pas la meurtrière, forcément, puisqu'on la voit à ce moment-là. C'est vrai que le film donne une force très grande à ce récit, mais nous on est parti non seulement du récit de Christine elle-même, mais aussi des documents de justice. C'est-à-dire, on n'a pas inventé un personnage de fiction, on est parti au contraire à partir de tout ce qu'on avait sous les yeux. Le livre de Laurence, bien sûr, qui a fait une enquête très précise, mais les procès-verbaux, les déclarations des témoins, quand on a mon co-scénariste
scénariste et moi-même, Pascal Bonitzer, en découvrant cette documentation, on s'est à chaque fois demandé comment a-t-on pu arriver à ça. Et c'est là qu'on a... le film, c'est en fait la déconstruction de toutes ces dérives. Et c'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'est pas dit on va montrer à la France que Christine Villemain est innocente. On va surtout montrer comment une femme innocente a pu se retrouver pratiquement la femme la plus détestée de ce pays pendant très longtemps. Armelle Deutsch, je le disais tout à l'heure, vous incarnez Christine Villemain. Quelle image aviez-vous de Christine Villemain, puisque vous êtes comme le grand public dans cette affaire, vous n'êtes pas penché dessus plus avant. Donc quelle image aviez-vous de Christine Villemain, cette femme qui a été tellement médiatisée et sur laquelle on a raconté les pires horreurs? C'est-à-dire que moi déjà, à l'époque, j'avais 5 ans. En 84, à l'époque de l'affaire elle-même. Donc l'âge de son fils. Donc voilà, j'ai un an d'écart en fait avec Grégory. Donc j'y connaissais rien en fait, hein, pour tout vous dire, et même jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'entendais le petit Grégory et je pensais que c'était une blague. Je ne pensais pas que c'était la vérité. Pourtant j'en avais entendu, etc., parce que toute la France en parlait, mais c'était certainement dans un coin de ma tête très lointain. Et ensuite, vers 17-18 ans, oui, je me suis enfin aperçue que oui, c'était une histoire vraie, quoi. Donc quand je suis arrivée sur ce projet, je l'ai pris en plein dans la figure, quoi. On va regarder tout de suite un extrait, hein, parce que parmi tous les gens qui nous regardent actuellement, il y en a aussi, surtout pas le premier d'ailleurs, qui est passé, je crois que c'était samedi, hein, c'est ça. On va regarder tout de suite l'extrait de l'enterrement. Tout de suite, l'affaire Villemain, le premier épisode, le film de Raoul Peck. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu sais, on en a vu des mères faire du cinéma dans un cimetière. Pardon? C'est elle. Sûr. Aidez-moi! Aidez-moi à la porter! Aidez-la! Laissez-les passer! Écartez-vous! Laissez-les passer! Allez, je pars avec eux. Là, vous jouez, est-ce que vous y avez pensé sans arrêt, Armelle Deutsch, vous jouez aussi devant Christine Villemain. Elle est vivante, vous savez qu'elle va vous regarder. Comme moi, je sais en ce moment que peut-être elle me regarde. Et je fais très attention, j'ai pas du tout envie ni de lui faire du tort, ni de lui faire de la peine, même si je vous pose la question de savoir que vous avez plaidé pour son innocence. Je fais très attention. J'imagine que vous aussi, vous faites très attention quand vous jouez. Déjà, moi, je pars du principe que, déjà, je m'étais fait ma propre conviction, avec tout ce que j'ai lu aussi, tous les documents, etc. Mais je pars aussi du principe que je fais ce rôle, et donc ce rôle est innocent. Vous voyez, donc là, c'est assez lié. Vous voulez pour dire moi. que le fait de le jouer est innocent? Non, non, personnage. non, mon personnage est innocent. Voilà, vous en êtes persuadé comme... Ah oui. Comme c'est... Les personnages, Ah oui. y compris le juge, par exemple, il ne s'agissait pas d'en faire une caricature. Donc, les acteurs, je leur dis, vous êtes au plus proche de votre personnage. Vous avez votre vérité. Il est hors de question que je leur donne un rôle et qu'ils vont jouer faux d'abord. Chacun d'entre eux, ils avaient une énorme documentation, on a beaucoup parlé, il fallait qu'ils trouvent leur vérité, pour qu'ils soient crédibles, tout simplement.
Mais à aucun moment la question ne se pose sur les uns et les autres. Il y a une thèse dans votre film qui est celle de l'innocence de Christine Villemain, ça va sans dire, mais aussi... C'est pas une thèse. Non, mais c'est vrai, il faut que je fasse très attention, bien sûr. C'est la vérité judiciaire. C'est la vérité. Tout à fait. Et je ne crois pas du tout, qu'on soit bien clair, je ne crois pas du tout... C'est pas une histoire de religion. Mais je veux dire par là qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous l'avez écrit comme ça, mais j'ai vu ce téléfilm, vous me persuadez aussi de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Et qui est l'autre suspect, parce qu'il n'y en a eu que 2 dans cette affaire. Et donc vous me persuadez de cette culpabilité-là. Et là, il y a forcément, alors est-ce que ça s'appelle une thèse? Je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas neutre, c'est ça que je veux dire. Non, en fait, c'est difficile de... Encore une fois, j'ai toujours refusé de rentrer dans un débat, de mettre un camp contre un autre. Parce que déjà, quand on part comme ça, on part comme il y a 20 ans. Et on aura tout faux. J'allais vous le dire. Voilà. Donc il s'agit simplement, comme on a essayé de le faire, c'est pour ça qu'on a pris 6 heures pour faire ce film, enfin qu'on a fait 6 heures de film. C'est pour voir justement aller d'élément en élément, de voir comment la machine se met en branle, de voir comment la police, ou les gendarmes d'abord, font les erreurs qu'il ne fallait pas faire, comment le juge prend des décisions qu'il ne fallait pas prendre, et comment petit à petit les journalistes qui oui, on en parlait, hein, et des journalistes et du juge lui-même. Hein, donc c'est ça qui nous intéressait, c'est de montrer comment elle se développe, comment elle se fabrique, cette catastrophe. Donc au départ, il faut avoir plutôt une ouverture d'esprit par rapport aux uns et aux autres. C'est-à-dire moi, quand je vois le personnage de Laroche, je le prends au sérieux. Quand il me dit j'ai été acheter 100 bouteilles de vin le soir, je suis obligé en tant que metteur en scène, je le prends au sérieux. Sinon je vais mettre en scène n'importe quoi. La famille de Bernard Laroche qui demande la réouverture du dossier aujourd'hui. Hein. Enfin, juridiquement, elle n'est pas partie au dossier, donc M. Garapon nous dira ce qui est faisable ou pas, mais elle n'est pas partie au dossier. Je ne sais pas comment elle peut demander la réouverture. Vous ne savez pas? Non, effectivement, de toute façon, on ne demande pas la réouverture d'un dossier pénal comme ça. Il y a des procédures qui sont très complexes. On vient de connaître la procédure en révision pour une condamnation, mais ça ne se fait pas comme ça par un simple acte de volonté. Emmanuel Pierrat, je disais en ouverture de cette émission, vous émettez quelques réticences à l'égard des adaptations de faits divers. Qu'en est-il exactement, et en particulier par rapport à l'affaire Villemain? Oui, c'est vrai, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous êtes avocat, je rappelle. Oui, je suis avocat, et quel que soit le bord ou le... Oui, c'est pas contre cette adaptation-là. Cette adaptation-là, ou le parti pris, entre guillemets, même si ce parti pris coïncide, et c'est heureux, avec la vérité judiciaire, hein, il faut le rappeler quand même. Donc... c'est un parti pris qui, on va dire, va dans le bon sens, même si on peut y trouver, comme vous l'avez décelé, des éléments périphériques ou des agrégats de conversation, de dialogue, pour créer de l'ambiance, rajouter et expliquer le contexte dans lequel se sont produites les choses. Et ça n'est pas de la vérité judiciaire, c'est ce qui relève de la fiction. Ou ce qui relève de l'adaptation télévisuelle. Et c'est ça. Vous donner des détails sur cette histoire. On pourrait revenir du témoignage simplement de Christine Villemain, puisque c'est aussi une adaptation de leur livre. C'est une adaptation. Oui, comme ceux du livre du juge, du livre du commissaire. Tout le monde s'est exprimé dans cette affaire. Hein. Tout le monde a raconté aussi son histoire. Chacun a raconté cette affaire. Et la vérité judiciaire est unique, mais il y a plusieurs façons de la raconter. Vous en êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs façons d'accentuer ou non, mais c'est un parti pris obligatoire du réalisateur que vous êtes, et des scénaristes qui, avec Pascal Bonizère, de choisir de mettre en scène ou mettre en avant tel ou tel élément pour expliquer comment on avance. Et c'est toujours gênant, c'est vrai, non pas parce qu'on choisit une voie pour raconter une histoire, elle est obligatoire, c'est obligatoire d'emprunter une voie, mais parce que, tout simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les protagonistes nous regardent. Une grande partie des protagonistes sont encore là. Ils sont vivants. Ils sont encore avec une vie active, il y a des enfants, des parents, des familles, il y a des gens qui sortent à peine de la procédure, et dans le cas d'Outreau, on en parlera tout à l'heure, qui sont, on va le dire, encore dans la procédure, même si la preuve s'est prononcée. Sur ça, mais c'est important. Ce que vous demandez, cette espèce de sérénité, si les journalistes l'avaient eu, et là on parle de fiction, vous exigez ça de la fiction, mais les journalistes qui sont censés traiter de la réalité sont loin de cette... Je n'ai pas exigé. Je suis, Frédéric Tadei l'a dit tout à l'heure, un partisan de la liberté d'expression à tout craint. Quand bien même elle me dérangerait, je trouve préférable le parti pris de la liberté et de votre liberté,
et de contrebalancer ce qui a été dit pendant 25 ans dans les médias à charge contre les époux Villemain, à charge contre telle personne ou telle autre dans ce dossier. Je suis pour le parti pris de la liberté d'expression par-dessus tout. Et pour votre liberté d'expression en tant que réalisateur, je suis pour le livre de Laurence Lacour pour qu'il s'exprime. Et pour que ses points de vue s'expriment. Ce qui me gêne simplement, c'est qu'il y a d'autres points de vue. Et qu'on choisit à un moment, alors que tous ces points de vue existent encore, d'en prendre un et de le mettre en lumière avec une force incroyable qui est celle de 6 fois 52 minutes sur une chaîne hertzienne du service public, avec tout ce que ça peut comporter ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui est paradoxal finalement, c'est que la justice a tranché, elle a tranché en faveur de l'innocence de Christine Villemain, et que paradoxalement, c'est la télévision qui la réhabilite. C'est très dérangeant. Ce qui prouve que l'information n'a pas tenu son rôle. Ce qui prouve que la télévision a plus de pouvoir, finalement, que le pouvoir judiciaire lui-même. Et c'est en cela que c'est perturbant. Quelque part, je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, c'est un jugement qu'il faut prendre au cas par cas. Par exemple, je ne suis pas certain qu'il faille commencer une série des différents faits divers qui ont eu lieu en France. Je pense que ça participe plutôt à un phénomène de mode. C'est là qu'on est. Absolument. C'est là où on arrive, néanmoins. Et on va en parler avec Jean-François Davy, d'ailleurs. Je ne me situe pas dans cette, je dirais, dans cet ancrage. Parce que oui, pardon, Antoine. Nous sommes dans une démocratie d'opinion. Alors, la justice n'a pas la maîtrise de l'opinion. Ce que nous regrettons très souvent, c'est qu'on médiatise les mises en examen, on médiatise beaucoup moins les non-lieux. Et la justice est absolument impuissante devant ce déséquilibre entre l'information à charge et l'information à décharge. Dans le cas de... Christine Villemain a reçu son non-lieu par la poste. Oui. Vous imaginez la discrétion de l'événement par rapport à l'ampleur qui a été donnée bien avant qu'elle soit mise en cause. Le téléfilm, donc, c'est 20 ans... Oui, 22 ans après. 22 ans, pardon, après. Il y a eu l'affaire Dominici, vous en souvenez tous. Il y a eu une adaptation aussi, mais au cinéma, 20 ans après. C'était avec Jean Gabin, un film de Claude... Bernard Robert, juste, vous allez me dire, mais on voit un extrait justement au moment du tournage. Et quand ils sont allés tourner sur les lieux, ça a évidemment posé des problèmes. Et c'était 20 ans, comme vous. Après un long procès, Gaston Dominici a été condamné à mort, mais l'affaire n'a jamais été totalement éclaircie et un doute plane toujours sur les circonstances de cette tragique nuit d'août. On tourne actuellement un film presque sur les lieux du crime, avec Jean Gabin dans le rôle du patriarche de la Grand-Terre. Mais en faisant revivre ce fait divers hors série, les cinéastes ont réveillé les mauvais souvenirs que les gens du pays veulent oublier. Ça nous a paru indécent de tourner un film alors qu'il y a pas mal de personnes de la famille qui sont encore vivantes, même beaucoup. Moi je me demande pourquoi même ils tournent ce film au bout de 20 ans, quoi. Que beaucoup de gens avaient oublié ça et qu'ils remettent ça sur la selle, quoi. Seulement, ils n'auraient pas dû faire ça de sitôt, vous voyez. Oui. Parce que dans la famille, il y a de braves gens. Bien sûr. Il y a de braves gens. Alors 20 ans, tout le monde trouve ça court, mais Jean-François Davy, quand vous allez faire Outreau l'année prochaine, réalisé par Yves Boisset, le délai sera encore plus court, ça va vous poser des problèmes. Oui, le délai sera d'autant plus court que l'affaire n'est pas complètement terminée, loin de là. Et je crains d'ailleurs qu'elle se traîne en longueur pendant des décennies. Parce que pour arriver à tirer la vérité de tout l'enchevêtrement de problèmes que pose l'affaire d'Outreau, c'est une complexité absolument incroyable. Moi, je crois que le temps ne fait rien à l'affaire, comme disait Brassens. Ce qui compte, c'est le respect des personnes humaines, c'est le respect de leur situation. Et il faut être extrêmement précautionneux par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, notre intention est de les contacter une par une. D'abord, parce qu'il faut prendre certaines précautions aussi sur le plan juridique, légal. On ne peut pas faire de la vie des gens n'importe quoi, n'importe comment. Donc il faut les consulter, les contacter, refaire un certain travail d'enquête auprès d'eux. Vous êtes comme des journalistes. Le laps de temps est tellement court, vous vous retrouvez dans la position où sont les journalistes. Oui, mais avec quand même d'abord un parti pris, c'est que nous on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On n'a absolument pas de on ne jugera ni les accusés, ni le juge qui a été jugé, lui, par la presse et par les médias, et qui maintenant fait l'objet d'une enquête parlementaire. Enfin, on sait tout ce qui se passe autour de ce juge Burgot, pour lequel, avec Yves Boisset, on a plutôt une certaine compassion.
parce qu'il n'est quand même pas tout seul en cause dans cette affaire. Tout l'appareil judiciaire et policier autour de lui est en cause. Et c'est un des aspects de l'affaire qui nous intéresse. Et qu'on en parle maintenant ou dans 10 ans, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. On ne se pose pas en juge, on ne peut pas refaire le procès, on veut essayer d'en faire la synthèse à travers un film de cinéma. D'abord, ce qui est très différent par rapport à la série sur l'affaire Villemin, qui se développe sur 6 heures. Nous, il va falloir qu'on arrive à donner tout l'essentiel de cette affaire Outreau, qui est d'une complexité extraordinaire, en 1h30, 1h45, 2 heures maximum. Et il y a des tas de problèmes de société qui sont posés par cette affaire, qui ne sont pas souvent traités, qui restent tabous. Vous savez, Antoine Garapon a beaucoup parlé dans son dernier livre, on va en parler. Oui. Et vous savez à quel point moi j'aime bien briser certains tabous, je l'ai fait il y a 30 ans, donc vous faites allusion au fait que vous avez fait un documentaire sur une actrice de porno, c'était en 1975, qui est devenu le premier film pornographique en France. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais enfin, moi j'ai toujours aimé les sujets qui dérangent, les sujets qui posent des vrais problèmes, et il y a quand même au départ de l'affaire d'Outreau un problème majeur, c'est celui de la pédophilie, qui reste tabou. C'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup plus attentif et les pédophiles sont quand même surveillés, jugés, traqués. Mais ça reste quand même un sujet qui n'est pratiquement jamais abordé, ni au cinéma, ni à la télévision. On va revenir sur l'affaire d'Outreau et Antoine Garapon nous dira tout ce qu'il en pense, et en particulier sur ces démons familiers, hein, c'est comme ça que vous les appelez, que sont aujourd'hui les pédophiles. Mais d'abord, vous nous dites tous que tout ça est très objectif, et vous nous avez dit que ce sera très objectif aussi Outreau. Ce sont quand même des films à charge. Et là, le premier coupable qui est dénoncé dans l'affaire Villemin, c'est quand même la presse, c'est les médias. On l'a vu dans l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure. On voit d'abord tous ces photographes, enfin ça encore c'est pas très méchant, mais on voit ce journaliste qui vous dit à vous, Laurence Lacour, puisque c'est vous qui êtes dans cet extrait, qui vous dit, je suis sûr que c'est la mère, on sait que ce journaliste va beaucoup influencer le cours de l'enquête et va faire que de plus en plus on va suspecter Christine Villemin. Et là le rôle de la presse est vraiment, là c'est une charge contre les médias. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord pourquoi est-ce que vous êtes tous allés sur la Vologne en 1984. Quand on lit le Bûcher des Innocents, on a l'impression que c'est parce que vous flairez tous une histoire de famille, une sale histoire de famille. Parce qu'il y en a eu d'autres des enfants. Oui, une bonne histoire, pardon. Mais je traduisais. Non, je dis ça parce que il y a 22 ans, les médias ne fonctionnaient pas tout à fait comme aujourd'hui. Et dans le domaine du fait divers, ils étaient assez peu soucieux à la fois des règles, à la fois de la procédure. On était beaucoup moins procédurier qu'aujourd'hui. On ne connaissait pas très bien le fonctionnement de la justice, qui était un monde assez clos et assez dissimulé. Et donc le fait divers se résumait à raconter une bonne histoire. La presse, comme la télévision, sont les filles du roman, sont les filles du cinéma, et donc elles ont besoin d'histoires, de rebondissements, de héros, de anti-héros, de gens que l'on aime, de gens que l'on n'aime pas. Et on est allé dans cette vallée au milieu des années 80. C'était la dernière époque, avant que ça bascule, pour différentes raisons, notamment de modernisation des technologies, de la communication, etc. C'est vraiment les dernières années de la bonne histoire, où on peut s'emparer de la vie des gens et en faire... Je vous prie de m'excuser, et en faire un récit qui captive l'opinion. Voilà, c'était ça notre démarche de l'époque. Et il s'avère que derrière le crime commis ce 16 octobre 1984, il y avait des ingrédients qui correspondaient tout à fait à cette attirance romanesque. La présence d'un corbeau, le crime revendiqué par écrit, le crime revendiqué par téléphone, le nombre d'indices laissés sur place, l'atmosphère, l'ambiance, les dissensions familiales, bref. Tout ce qui a nourri d'abord le récit et puis qui ensuite n'a cessé de grossir au fil de l'enquête, qui était très difficile à garder secrète étant donné qu'elle se faisait à ciel ouvert. Voilà. Et il ne faut pas oublier un élément majeur qui correspond aussi à un changement d'époque, c'est la photo. La photo d'abord, on l'a vu dans le film, la photo du corps de l'enfant qui flotte dans la rivière, parce que, hasard, mais enfin hasard quand même voulu, il y a un photographe qui se trouve à ce moment-là à cet endroit. Cette photo rapportée à la très belle photo de l'enfant, beau portrait en couleur qu'avaient fait faire ses parents pour ses 4 ans, peu de temps auparavant, et qui a évidemment, qui avait toute la qualité à la fois photographique, couleur, esthétique, pour être à la une des journaux. Voilà, donc je vous résume ça parce qu'évidemment il y aurait bien d'autres choses à dire,
Mais ce sont les éléments qui ont fait qu'en l'espace de 2-3 jours, nous étions à peu près tous là. Il y a très peu de caméras de télévision dans l'adaptation que vous en avez fait, Raoul Peck. Est-ce que c'est parce que c'est un téléfilm et que vous ne voulez pas faire de la peine aux gens de télévision, ou c'est parce que les télévisions ont joué vraiment un rôle mineur Au départ, il y avait surtout les radios et les journaux. Voilà. Et dans le film, d'ailleurs, au fur et à mesure des 6 épisodes, la technologie change. Il y a plus de caméras à la fin, c'est vrai. C'était un énorme travail pour ceux qui travaillaient sur le film, parce qu'il fallait, à la moindre scène, on était obligé de veiller aux dates, à cause des téléphones, à cause des appareils photo, à cause des caméras. Donc ça a été reconstitué avec beaucoup de minutie. Mais la télévision à l'époque, c'était TF1, Antenne 2, FR3, 3 télévisions de service public, pour lesquelles le fait divers était un genre mineur qui était rarement en une de journaux. C'était à l'époque les relations étrangères, la politique étrangère, ensuite la politique intérieure. Il y avait une vraie hiérarchie de l'information. Et puis le fait divers arrivait en bas, vraiment. Et puis celui-ci a pris de l'ampleur parce qu'il s'est développé. Il est allé malheureusement jusqu'au crime dans le crime, donc il a trouvé sa place en tant qu'événement. Mais c'est pas du tout une affaire de télé, l'affaire Villemain. C'est l'affaire de la radio, de la presse écrite et des photos. Oui, mais il y a quand même le fait que chaque époque sélectionne des faits. Ce qui est très intéressant dans le fait divers, c'est pourquoi l'affaire Grégory puis Villemain, pourquoi l'affaire Doutreau, et là je suis d'accord avec vous. Et pourquoi l'affaire Bruyère-Nartois. Exactement. Eh bien, le dénominateur commun, ce sont des crimes d'enfants. Et je crois que c'est le fait d'une société troublée qui cherche ses frontières morales et qui voit dans l'innocence enfantine une sorte de barrière ultime. Et il me semble qu'effectivement, oui, notre société est travaillée par la pédophilie. Et c'est pour ça dire que nous, avec Denis Salas, on a fait l'analogie avec les sorcières de Salem. Oui, Denis Salas, qui est le co-auteur, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, des nouvelles sorcières de Salem. Je crois que ce n'est jamais par hasard qu'une société sélectionne un fait, et l'affaire Grégory a marqué une véritable rupture dans la mobilisation de la presse écrite essentiellement, mais de cette affaire qui a été absolument exceptionnelle. Je vous propose de regarder à propos de l'affaire Doutreau. Est-ce que là aussi, ça n'est pas une bonne histoire, mais une bonne histoire de notre époque, l'affaire Doutreau? On va voir comment c'était traité à l'époque sur France 3. C'était en 2001. C'est à peu près au début de l'affaire Doutreau. On regarde tout de suite ce qui passait sur France 3 à l'époque, et c'était la même chose sur toutes les télés. Alors il y a absolument tout dans ce qu'on vient de voir, Antoine Garapon. Il y a les enfants, vous l'avez dit, il y a les notables. Forcément, dans une bonne histoire telle qu'un bon fait divers, il y a forcément des notables. Il y a la Belgique même, c'est-à-dire qu'on imagine que le réseau va jusqu'en Belgique, et là il y a le lien avec l'affaire Dutroux, et forcément pour faire des films, des vidéos. Là on a Satan, parce que si on suit votre livre, Les Nouvelles Sorcières de Salem, c'est l'équivalent de Satan pour aujourd'hui. Nous, ce qui nous a frappé dans les Nouvelles Sorcières de Salem, c'est que c'est le cycle complet, c'est-à-dire cette crainte du démon qui est parmi nous, du mal invisible. Du démon familier, de celui qui se cache derrière Monsieur Tout-le-Monde. Et là, il y a une boulangère, un prêtre, un taxi, un huissier, etc. Donc, il y a une photographie de la société française. On ne s'est pas du tout ému dans l'affaire Chalabi, dans laquelle les détentions étaient beaucoup plus longues. Mais rappelez-nous ce qu'était l'affaire Chalabi. C'était la suspicion d'un réseau terroriste. On est encore dans l'imaginaire du réseau. Mais la France a très peur des terroristes. Et puis, il s'agit essentiellement... Là aussi, ce sont des démons familiers. Ils peuvent habiter à côté de chez nous. Et aussi le mal invisible. Ils sont au milieu de nous, mais ce sont des personnes d'origine nord-africaine, donc l'identification marche beaucoup moins que dans l'affaire Doutreau. Alors dans l'affaire Doutreau... Et pourtant, ils resteront en prison plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, ils seront révélés, et on dira qu'ils étaient innocents. Et dans une affaire hors norme, dans laquelle il va y avoir des dérogations à l'égard de la procédure habituelle, et notamment un procès qui se déroule près de Fleury-Mérogis, où un certain nombre d'avocats refusent de plaider. Donc un procès qui pose des tas de questions. D'audiencement, etc., et de procédure. Donc c'est un procès qui pose beaucoup de questions par d'un côté, d'autres questions que Coutreau. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans Les Sorcières de Salem, il y a cette crainte du démon, il y a la poursuite et l'exécution, et puis il y a la repentance. Et nous avons vécu... Même en 1692, à l'époque du procès des Sorcières de Salem. Et nous avons vécu ce printemps ce même cycle. Il y a eu aussi, il y a la crainte du mal qui est parmi nous, il y a la recherche éperdue de coupables, et puis il y a cet immense acte de repentance que fait la justice grâce au Parlement, qui fait un travail, je crois, exemplaire. Et il y a la manière dont la France se regarde elle-même et regarde ses institutions à propos de cette affaire. Vous vouliez intervenir Oui, il suffit de le voir en plus accéléré encore sur, on va dire, l'affaire des Gourgeot. Plus récente. Plus récente. Il y a l'affaire des jumeaux congelés, entre guillemets, enfin qui ne sont plus des jumeaux d'ailleurs, enfin bref, des enfants congelés en Corée du Sud, où on a là un accélérateur formidable
entre guillemets, hein, quand je dis formidable, où en quelques semaines, la presse va balancer de l'innocence absolue. Là, c'est le contraire. Les époux Gourgeot sont victimes de la presse sud-coréenne qui les accuse par xénophobie, et puis ils vont devenir les boucs émissaires à la sortie de l'été lorsqu'on s'aperçoit que la mère va passer en quelque sorte des aveux, dont on ne connaît pas exactement pour des raisons de secret de l'instruction pour l'instant les circonstances exactes, jusqu'au moment où peut-être, dans un nouveau rebondissement, mais qui sera désormais sous couvert de 2 mois, 3 mois maximum, on aura peut-être un nouveau mouvement de balancier, on n'en sait rien. Et ça résume, on retrouve les mêmes ingrédients. Il y a, d'abord on est à l'étranger, ensuite on a des enfants, on a de l'infanticide, l'enfant surtout, on a l'infanticide, etc. Enfin, de Gilles de Rais jusqu'à nos jours, de Barbe Bleue jusqu'à Gourgeot en quelque sorte, on n'a pas changé le décor. Alors, les ingrédients. Ce qui est intéressant, vous avez raison de montrer ce premier épisode de la presse, parce que dans l'affaire d'Outreau, la presse va changer de camp, subitement. Et de manière assez surprenante. Et je crois d'ailleurs que ça contribue à la confusion, parce que la presse, au départ, est à charge. Et on a l'imaginaire du réseau. On ne sait pas, dit l'avocat des parties civiles, on ne sait pas, on peut tout imaginer. Et c'est cette imagination qui est terrible à supporter. Et on attend que la justice éclaircisse cette affaire. Et là, il y a un retournement que je trouve d'ailleurs bénéfique, hein, je le dis tout de suite, de la part de la presse, mais qui est très déroutant et qui nous montre quelque chose, je crois, qui nous montre la violence de l'image. Par rapport à l'affaire Grégory, c'est du papier, c'est de la radio. Il n'y a pas cette violence qui vient de l'effet de présence que l'on a vu dans le téléfilm. C'est quand même une violence terrible. Quand on suit tous les épisodes, on sent une violence épouvantable qui est faite à ces gens. D'ailleurs, Armel Deutsch, on vient de parler des Gourgeot. Vous avez joué le rôle de Christine Villemain en étant persuadée de son innocence. Est-ce que vous auriez pu jouer le rôle d'une mère infanticide? On parlait des Gourgeot. Ça doit être beaucoup plus dur à jouer pour une actrice, non? Alors, je crois que je vais répondre assez simplement. J'aime jouer les méchantes et j'aime jouer les gentilles. Même les méchantes à ce point, on peut les jouer? Si c'est nécessaire, si le scénario est bon, si le personnage est bien, je parle pas de réalisme, hein, je parle vraiment d'une fiction. Si c'est bien, voilà. Alors il y a un autre coupable, entre guillemets, quand même, qui m'a semblé, hein, moi, téléspectateur, désigné par et votre livre et votre film, c'est évidemment le juge, hein, la figure du juge. Alors elle n'est pas nouvelle, le juge c'était déjà celui qu'on a rendu responsable. D'ailleurs, de l'affaire Bruet en Artois, enfin de l'erreur qui a failli être commise à l'époque pour des raisons politiques, hein, plutôt. La figure du juge, donc dans votre film, on va regarder tout de suite un extrait, vous le montrez assez incompétent quand même, très influençable, et puis un peu narcissique, on va dire, et donc forcément à la merci des médias. C'est un peu le sens de l'extrait qu'on passe tout de suite, et vous m'en direz tout ce que vous voulez après. Monsieur le juge! Thierry? Thierry Bertrand! Qu'est-ce que c'est? Fichez-moi la paix. Vous avez vu l'heure? Bernard Longuet. Restaurant La Tarentelle. C'est à côté. J'arrive. On sait que vous surveillez. Qui vous a dit ça? On peut pas citer nos sources. C'est vrai ou pas? Vous êtes bien renseigné. Les expertises d'écriture le désignent comme l'auteur des lettres anonymes. Et alors vous allez l'inculper? C'est le secret de l'instruction. Je ne suis pas... Oh, il n'y a plus de secret, puisqu'on est au courant. Je vais l'inculper, c'est probable. Je vous demande la plus extrême discrétion. Vous me mettez dans une position très très délicate. Ne vous inquiétez pas, nous serons restés très discrets. À une condition. C'est que vous nous appeliez à ce numéro dès que c'est fait. Je suppose que je n'ai pas le choix. On commande. Vous m'avez donné faim. Il est quand même terrible ce portrait. On l'avait invité, hein, d'ailleurs aujourd'hui il écrit des romans policiers. Bon, il n'a pas souhaité venir. C'est quand même un portrait à charge là. Écoutez, j'ai le regret de vous dire qu'on a été plutôt là encore, très modéré par rapport à la plupart des personnages.
quand on lit le livre du juge lui-même, je pense qu'il y a des moments plutôt pathétiques que si je les avais utilisés dans le film, on aurait dit qu'on invente. On n'a rien inventé. Vous reconstituez d'ailleurs le moment où il était apostrophe avec Bernard Pivot. Absolument. Et le moment les est mêmes terrible, dialogues, les mêmes moments. C'est-à-dire, c'est ce qui est incroyable. La réalité est plus forte que la fiction. On s'est retrouvé à maintes reprises, et pendant l'écriture, et pendant le tournage et le montage, à enlever des choses qui étaient totalement authentifiées, parce que dans le cadre d'une fiction, ça obéit à d'autres règles, et on aurait dit, voilà, ils dérivent, ils inventent. Attendez, je voudrais dire que sur cet extrait quand même que j'ai vécu. Oui, puisque c'est vous qu'on voit en bas de la fenêtre. Hein, c'est pas ce qui est... Et ce portrait d'ailleurs qu'on voit du juge lui-même dans son appartement, il est vrai. Il s'est pas mal représenté par son narcissisme, mais bon... C'est pas l'extrait le plus choquant, je trouve. Non, parce que c'est nous qui sommes allés sonner chez lui. Bien sûr, il n'était pas obligé ni de nous ouvrir, ni de nous... parce que c'est lui qui nous a donné rendez-vous à côté. Mais on est au bout de 7 jours d'affaires. Donc le fait divers n'a pas pris l'ampleur qu'il a pris depuis, et que l'on se permet de juger ensuite, 22 ans après. Voilà. Donc cette soirée-là, nous on est bien contents qu'il nous donne l'info. On fait un petit deal avec lui. Il ne faut pas non plus... là, il y a un échange, on a besoin de lui, visiblement, il nous trouve sympathique, on le trouve sympathique, on a le même âge. Qu'est-ce qui nous dit que l'affaire ne sera pas résolue le lendemain et qu'après-demain, tout le monde sera parti. Donc je ne peux pas dire que dans cette première période, même s'il a eu la faiblesse d'accepter de dîner avec nous, ce soit, enfin M. Garapon le dira mieux que moi, mais ce soit une faute d'une si grande portée. Non, c'était pas là-dessus. D'ailleurs, j'ai dit avant que vous l'aviez montré incompétent et influençable. Après, il y a eu vraiment des problèmes de fonctionnement technique, de véritables compétences dans la désignation des experts, voilà. Là, bon, on est dans le rapport humain quand même. C'est quand même toujours le juge qui se retrouve à son tour sur le banc des accusés. C'est pas un hasard. Oui, alors c'est un problème de la fiction aussi. Je crois que lui, on est au début de l'affaire, c'est un juge en début de carrière, et nous sommes dans le début de la médiatisation de faits divers de ce type-là. Dans l'affaire Dutroux en Belgique, il y aura exactement le même problème. Le juge va manger des spaghettis avec des parties civiles. Et ça va donner nous n'étions pas partis. Alors, non, je crois que la difficulté que j'éprouve à l'égard de la fiction, c'est que la fiction peut filmer des personnages, mais peut-elle filmer une institution ? Or, ce qui m'a intéressé dans l'affaire Dutroux, c'est bien sûr le personnage, dans quelle mesure il a commis une faute ou non, on pourra y revenir, mais c'est aussi la défense d'une institution. D'une institution, c'est-à-dire des procédures compliquées, de circuits complexes, et c'est ce qui est le problème d'Outreau, qui a été relativement bien d'ailleurs éclairci par l'enquête parlementaire. Et bien justement, vous en parlez, on va regarder tout de suite un extrait, parce que tout le monde ne l'a pas vu, même s'il y a eu d'énormes audiences de la chaîne parlementaire à l'occasion de l'audition du juge Burgot, c'était en février 2006, mais on va regarder tout de suite comment un juge, à son tour, devient l'accusé. Le vôtre avait des lunettes, mais à chaque fois, c'est lui qui se retrouve sur le banc des accusés, et la presse, les médias ont simplement changé de côté. Mais il est seul aussi, il est dans une fonction solitaire, alors il ne peut y avoir que lui. On voit ce que c'est qu'une culture inquisitoire à laquelle nous participons tous, auquel participent les médias, comme les juges bien entendu, comme les parlementaires. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que le juge est chargé de s'expliquer, qui ma foi en démocratie est plutôt une bonne chose, et le Houillon, le vice-président de la commission parlementaire, adopte vis-à-vis de lui une même attitude un peu agressive. Le juge d'instruction. Juge d'instruction, lui reprochant de se retourner vers ses avocats, de ne pas répondre de manière suffisamment abondante. Et encore, ils sont extrêmement timorés par rapport à ce qu'est la réalité d'un cabinet d'instruction. Enfin, là, c'est l'avocat qui parle. L'avocat qui parle et qui sait ce qu'est être avec un client devant un juge d'instruction, et quel que soit le client, partie civile ou, on va dire, suspect ou quoi que ce soit, on se retrouve devant un système extrêmement moyenâgeux. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, l'avocat n'avait pas le droit d'être dans le cabinet du juge d'instruction et n'avait pas le droit d'accéder au dossier. La personne qui était détenue se présentait toute seule devant quelqu'un qui avait tout pouvoir sur elle et pour des années, sans savoir ce dont on la chargeait, ce dont on l'accusait, qui témoignait contre elle, et son avocat n'avait même pas le droit de regarder et d'examiner les documents. C'était un univers absolument incroyable. Et cette culture-là, elle est restée. Elle emprunte quand même les palais de justice encore aujourd'hui. La façon dont se comportent les juges d'instruction est malgré tout toujours la même, parce que leur maître continue de leur enseigner une façon de procéder. Mais
Alors, il y a des garde-fous qui ont été mis. Antoine Garapon va vouloir m'interrompre, mais il y a des garde-fous. C'est le magistrat. Il y a des garde-fous, entre guillemets, qui ont été mis au-dessus. Mais c'est vrai que ce qui est évident, et ce qui a été démontré par la commission parlementaire, c'est que ces garde-fous ne fonctionnent pas. Parce que ces garde-fous eux-mêmes sont débordés, qu'ils ont 150 dossiers à faire en même temps, et que le plus simple, c'est de valider ce qui a été fait par celui qui est en dessous, le juge d'instruction, qui connaît mieux, apparemment, le dossier. À tel point qu'on se retrouve, il y a encore 4 ou 5 ans, au Palais de Justice de Paris, avec des avocats qui viennent pour plaider en appel une décision d'un juge d'instruction et qui découvrent que la décision sur laquelle ils vont plaider, est déjà rendue, post-datée, signée et prête au dossier. Et ils ouvrent le dossier de la greffière, ils s'aperçoivent que l'affaire est déjà donc jugée pour dans 2 jours plus tard. Ça veut dire que l'examen, la plaidoirie, le réexamen n'existe pas. Dans l'affaire d'Outreau, il y a évidemment le juge et j'imagine l'adaptation que vous allez en faire, vous en tant que producteur, Yves Boisset en tant que réalisateur. Évidemment, on imagine le personnage du juge, comment vous pouvez l'accabler si vous en avez le désir. Non, vous me dites que non, mais on verra ce que ça donne. Mais surtout, là, il y a le personnage de la mère aussi, qui est un personnage emblématique de tous ces faits divers. Mais surtout, il y a les enfants. La parole des enfants, on l'a sacralisée. Or, dans l'affaire d'Outreau, on sait aujourd'hui que les enfants n'ont pas dit la vérité. Ils ont participé du fait que des innocents ont été enfermés. Comment vous allez résoudre ce problème? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter l'idée que des enfants peuvent mentir? Ce qui a été prouvé par l'affaire d'Outreau, mais il ne faut pas forcément en faire une règle générale non plus. Les enfants mentent. C'est une évidence que les enfants mentent. Il y a 2 ans, on refusait ça, cette idée-là. D'abord. Enfin, il y a, pardon, 5 ans maintenant. Alors c'est vrai que le juge Burgot passait son temps à dire la parole des enfants ne peut pas être remise en cause, les enfants ne mentent pas. Mais il n'était pas le seul, tout le monde a dit ça. Oui, mais enfin lui, il a quand même axé toute son instruction sur ce principe-là, qui était un principe absurde. Parce qu'on sait très bien que les enfants mentent, et non seulement les enfants mentent, mais les psychologues nous expliquent qu'ils ont besoin de mentir, que pour l'enfant c'est une façon de se défendre et de construire sa personnalité. Le mensonge n'est pas forcément quelque chose de mal. Il faut aussi s'habituer à cette idée. Mais dans l'affaire qui nous préoccupe, les enfants, évidemment, ont joué un rôle complètement panique. Ils ont complètement déstructuré toute l'instruction et toute l'enquête qui s'est passée autour. Alors, c'est vrai que ça pose un problème énorme, parce que comment peut-on être sûr d'un acte de pédophilie si on ne peut pas croire les enfants? Il n'y a pas de preuve. La plupart du temps, il n'y a que cette parole des enfants pour baser sa conviction. Surtout que, Antoine Garapon, quand on lit votre livre, l'enfant c'est la victime ultime, c'est la victime parfaite, c'est le sacré de notre époque. Absolument. Si en plus l'enfant se met à mentir, c'est le bâton. Je crois que vous avez raison d'insister. Ce qui est compliqué dans une affaire de pédophilie, c'est que tantôt il ment, mais tantôt il dit la vérité. Aussi. Nous sortons d'une période qui a été très très longue, dans laquelle on ne croyait pas les enfants. C'était en soi une victoire d'un travail mené par les psychiatres, les psychologues de l'enfant, les juges des enfants également, d'arriver à accorder du crédit à l'enfant. Donc je crois que moi ce que j'attendrais d'une fiction, c'est de restituer la complexité de ces affaires, qui est une complexité très grande. On ne peut pas avoir un point de vue a priori. Et je crois que là, vous avez prononcé le mot panique, et vous avez absolument raison. Il y a eu, au moment du début de l'affaire, tout le monde était saisi de cette sorte de panique du mal qui se répand et qu'il faut absolument endiguer. Et cette panique, alors j'en veux pour preuve, c'est aussi un exemple qu'on a pris dans le livre, c'est quand on compare ce qui se passe dans les démocraties comparables aux États-Unis, qui ont un tout autre système que le nôtre, eh bien il y a des erreurs quasi identiques et qui causent d'ailleurs des détentions beaucoup plus longues. Pourquoi? Parce que les jurys sont saisis de la même panique morale. Et donc, je crois que ce qu'on peut attendre, et c'est ce qui s'est passé ce printemps, essayer de restituer la complexité de ce que c'est que juger. J'ai personnellement été juge des enfants pendant 12 ans. J'ai entendu des centaines, voire des milliers d'enfants. C'est extrêmement compliqué d'entendre un enfant. Ça demande beaucoup de doigté, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de professionnalisme. Professionnalisme qu'un jeune juge qui sort depuis 1 an ou 18 mois ne peut pas, et surtout si les juges d'instruction d'ailleurs, peut difficilement avoir. Pour finir, tous, pourquoi est-ce que ces faits divers nous passionnent à ce point ?
Parce que là, il y a nous-mêmes, notre crédulité est mise à mal hein, par l'affaire Villemain, demain par Outreau. Pourquoi est-ce que ça nous passionne de revenir sur ces histoires terribles auxquelles on a cru, auxquelles on ne croit plus, où on a détesté un tel et où on déteste quelqu'un d'autre ensuite? Vous savez, Crime et Châtiment, qui est peut-être un des plus grands romans de toute la littérature, a été écrit à partir d'un fait divers. Cette réflexion sur le crime est écrite à partir d'un fait divers par Dostoïevski. Donc c'est pas nouveau et je crois que le fait divers nous donne une occasion de revenir sur nous-mêmes, de réfléchir sur notre époque, de réfléchir aussi sur l'énigme du mal et du crime. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est la peur. De la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle a ses faiblesses, elle doit être constamment remodelée en fonction de l'évolution de la société. Et la justice, dans cette démocratie, elle a une position extrêmement difficile, très très délicate, en équilibre instable permanent. Et parce que toutes ces affaires reposent sur un petit fil ou une ligne de crête dont on voit bien qu'elle manque de preuves matérielles et que c'est parole contre parole et qu'on peut se retrouver, et vous et moi, chacun d'un côté ou d'un autre, accusé, innocent, juste sur la parole à charge ou à décharge que l'on va subir. Donc en quelque sorte, on peut se retrouver précipité dans l'abîme des gens d'Outreau en un rien de temps, en un éclair d'une garde à vue, d'un moment de fatigue et de la parole recueillie par un juge d'instruction pas tout à fait formé et par un enfant qui va mentir et vice-versa. Oui, enfin on est aussi fondamentalement dans l'humain. L'humain face à une société de plus en plus complexe, de plus en plus agressive. Et moi, il me semble, dans cette fascination qu'on a... Malheureusement, on ne vous entend plus. Alors, Jean-Pierre Reynaud, bonsoir, merci d'être revenu. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas vu l'émission, c'était jeudi soir, on avait annoncé donc la vente de 80 de vos œuvres, 80 œuvres que vous aviez gardées à vous. Vous êtes un célèbre artiste contemporain français et vous les avez fait vendre chez Christie's, donc une maison d'enchères, et j'avais insisté sur le fait que vous aviez 100 prix de réserve, c'est-à-dire que ces œuvres estimées en moyenne entre 10 et 15 000 euros, on va dire, risquaient de partir beaucoup moins, auquel cas votre cote allait s'effondrer. Alors évidemment, tout le monde, tous ceux qui ont suivi l'émission jeudi dernier se sont demandé, alors qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Et alors qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Ben, ça s'est vendu bien au-dessus, hein, c'était estimé en moyenne à 800 000 euros, ces 80 œuvres, vous les avez vendues pour 2 200 000 euros, ce qui est énorme. Comment s'est passé ce miracle? Vous nous aviez dit vous-même qu'il y avait un côté suicidaire là-dedans, que vous vouliez vous prouver que vous étiez libre. Ça s'est extrêmement bien passé. Est-ce que ça s'est retourné contre vous par la même occasion? Vous aviez l'air de vouloir enquiquiner un peu le système. Oui, c'est pas moi qui les ai vendus, c'est Christie's. Hein, c'est vrai. Enfin... Moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'était un projet d'artiste, c'est-à-dire que j'aime bien prendre des risques. Et je trouve que ça fait avancer les choses, ça permet de se questionner, ça permet de penser, pas simplement à mon travail, mais au travail de l'art en général, dans un monde d'argent aujourd'hui. Donc c'était prendre un risque considérable. Je vous fais remarquer que je suis vivant aujourd'hui, donc vous voyez qu'on peut traverser les tempêtes, et parfois ça vaut la peine, parce qu'on en sort aussi peut-être un peu plus fort. Le risque que vous preniez, c'était que votre cote s'effondre. Il faut savoir qu'au maximum, une de vos œuvres s'était vendue aux enchères à 100 000 euros, c'était votre record, hein, je crois. Oui, un peu et moins, que là, il y en a une qu'on va voir d'ailleurs là, qui s'est vendue à 300 000 euros. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a acheté. Est-ce que vous le savez, vous? Non, non. Non, vous n'en avez aucune idée. Non, non, et puis c'est pas la question. Ce qui comptait, c'était d'aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est comme un alpiniste, quand il décide d'aller au sommet, il faut qu'il aille au sommet, ou alors il ne faut pas grimper. Et moi, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout en disant, de toute façon, qu'il n'y avait rien à perdre, parce que si ça se vendait très mal, c'était
une caisse de résonance pour le milieu de l'art, pour comprendre où se trouve l'art, vous voyez, et où se trouve l'argent. C'est pas au même endroit pour vous? C'est pas au même endroit, mais ça cohabite ensemble aujourd'hui, et je trouve ça tout à fait normal. Hein. Ça pouvait être moyen, et en auquel cas c'était un petit peu plus banal comme toutes les choses moyennes, et ça pouvait être un peu plus magique. C'est ce qui est arrivé quand même. Ce qui s'est passé, voilà. Donc ça peut donner confiance quand même, je crois qu'il faut oser. Ouais. Alors forcément on se disait, si moi j'avais été un collectionneur de Jean-Pierre Reynaud, franchement l'idée que vos œuvres allaient partir pour très très peu d'argent, ce qui risquait d'arriver puisque vous n'aviez pas mis de prix de réserve, donc il n'y avait aucun moment où on allait garder l'œuvre en disant bah non, s'il n'y a pas plus d'enchères, on la garde. Absolument. Ça allait descendre, ça pouvait descendre très très bas. Ouais. Donc moi, en tant que collectionneur de Jean-Pierre Reynaud, je serais allé pour essayer de soutenir la cote. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez reconnu? Parce qu'il y a un certain nombre de galeries françaises, européennes, qui sont venues et qui ont acheté vos œuvres et qui les ont achetées très cher. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, ben voilà, ils sont solidaires, ils veulent soutenir la cote? Non, d'abord, moi je n'étais pas à la vente parce que il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Je ne faisais pas partie de cette aventure-là. Enfin, j'en avais été l'initiateur, mais j'en étais pas là. J'ai cru comprendre, et ça m'intéresse beaucoup, que pratiquement une très grande partie des personnes qui ont joué le jeu, qui ont acheté, étaient des nouveaux collectionneurs, ou des étrangers, ou des personnes qui sont rentrées, si vous voulez, dans cette histoire, et non pas, si vous voulez, le noyau dur ancien qui était fixé depuis une quarantaine d'années. Donc ça, c'est assez rassurant, parce que le monde change, et donc il faut aussi que l'artiste suive, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant, le public, l'artiste, les maisons de vente, tout ça, même combat, on avance tous en même temps. Le premier, c'est de savoir, il faut calculer les risques, et savoir si on va, comme je le disais tout à l'heure, en sortir vivant ou complètement terrassé. Voilà. Alors là, vous n'en êtes pas sorti terrassé. On s'est posé la question aussi de l'institution. On sait à quel point l'institution, que ce soit le ministère de la Culture, les musées, les FRAC, sont importants en France, où pendant longtemps, ils ont joué le rôle que tenaient les collectionneurs privés dans le monde anglo-saxon, par exemple. Alors on se demandait comment allaient-ils faire. Après tout, c'est eux qui les premiers ont injecté de l'argent dans l'art contemporain en France. Ils ne représentent que, si j'ai bien calculé, que 10% des achats, donc à peu près pour 200 000 euros sur 2 200 000. Là aussi, est-ce que ça a dû vous intéresser de savoir comment allait réagir l'institution? Écoutez, toutes ces questions, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'art. Je pense que les sociologues ou les critiques d'art vont se poser ces questions de savoir. Ceci dit, je crois qu'il y a 5 musées qui ont acheté quand même des œuvres, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Et donc, je crois que, si vous voulez, l'intérêt, c'est qu'un artiste aille, encore une fois, jusqu'au bout de son concept. Et aller sur le terrain du marché, c'était travailler avec un médium très différent d'habitude. L'artiste, il est protégé dans les musées, il est protégé dans les galeries, vous voyez, parce qu'il a des personnes qui le suivent. Et là, moi, j'étais tout seul. J'étais dans l'arène avec le taureau en face. Et je dois dire qu'il y avait quand même 9 chances sur 10 que je sois éventré. Bon, j'en suis sorti, c'est pas que c'est un miracle, c'est que simplement, je crois que le travail que j'ai assumé depuis 45 ans était un travail qui tenait la route. Je suis obligé de le dire, parce que sans ça, je pense que c'était... que vous cherchiez. Oui, voilà, c'est ça. Vous dites, cela dit, que c'est Christie's qui a vendu, mais enfin, l'argent, c'est quand même à vous que ça revient, rassurez-nous, parce que c'était quand même votre collection personnelle qui a été dispersée ce jour-là. C'était mes œuvres, oui, c'est ma vie, c'est mon travail, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est quand même à vous qui est revenu l'argent. Je suis pas en train de vous accuser, hein, c'est pas la question. Ah non, mais il n'y a pas d'accusation. On est dans un monde d'argent aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais merci Jean-Pierre Reynaud d'être venu. Alors pour tous ceux qui se demandent qui est Jean-Pierre Reynaud, parce qu'il y en a quand même, c'est vous l'auteur de ce pot de fleurs qui est devant le centre Pompidou. D'ailleurs, puisque je vous tiens, expliquez à tous ceux qui ont vu ce pot de fleurs pourquoi il est plein, pourquoi il est comment dire, à l'intérieur sur tout votre pot de fleurs, et Dieu sait s'ils sont célèbres, ils sont toujours scellés. Oui, mais vous savez, j'ai été jardinier, j'ai fait des études d'horticulture jusqu'à 20 ans. J'ai eu l'armée, après c'était l'Algérie, 28 mois, je suis revenu un petit peu traumatisé et j'ai décidé que je ne referai plus jamais d'horticulture, que je ne soignerai plus les plantes et tout ça. Et ma seule thérapie, ça a été de devenir artiste pour
m'exprimer, être moi-même, avec la société en face et pas être contraint par la société. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ça fait 45 ans que ça dure. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Reynaud d'être venu aussi tard pour nous raconter ce qui était arrivé lors de cette vente de vendredi dernier. On se retrouve demain à 22h35. Oui, c'est ça, c'est 22h35 demain. On est mardi pour un nouveau numéro de Ce soir ou jamais. Mais attendez, on ne se quitte pas sans musique. Ce soir, c'est Vincent Delerme qui est accompagné de son directeur artistique et producteur. Peter Van Paul, ils sont là? Oui, ils sont là. J'ai eu peur tout à coup qu'ils ne soient pas arrivés. Ils vont nous interpréter Marine, qui chante en duo déjà sur le 3e disque de Vincent Delerme. On se quitte en musique et on se retrouve demain à 22h35. Je connaissais Marine, pasteur adieu Philippine. Elle mettait des cols en verre. Je la connais depuis peu. Au niveau collant, c'est mieux. Disparition du poster. Je ne peux pas effacer le garçon juste avant moi. Il faudra diviser certains sentiments par 3. Quand je connaissais Marine, cheveux courts dans la piscine, à peu près 2 fois par mois. Le dimanche soir, nous marchons autour du square Montolon. Nous aimons bien cet endroit. Je ne peux pas effacer le garçon juste avant moi. Il faudra diviser certains sentiments par 3. Quand je connaissais Marine, cendrier dans la cuisine, on se comprenait pas bien. Je ne la comprends pas encore, son visage quand elle s'endort. Je regarde et puis j'éteins. Je ne veux pas effacer le garçon juste avant moi. Il faudra diviser certains sentiments par 3.